So, am Anfang lasse nicht Interventionen, Remarken, Frohen. Ne? Also Madame Heljo, da ist ja ziemlich gut beschrieben, von wo wir herkommen. Was sind 1804 sich geändert tut, weil effektiv massiv sich geändert tut, dass die Recht für sich zu schäden. Da sind wir gut vorgekommen, wir sind gut vorgekommen, Niveau von der Autorität parental, wo wir lo nach net iwwer de Bierch si weil awer nach ganz viel Streit op dem Niveau vun der Autorität parental. Also Milo Gesetz wat am Fongehall soll d'ren edukéieren. Also Gesetz as am Fongehall méch schnell do wie d Gesellschaft. De Wes iwwer d Gesetz d'ren soweit ze kreien, dat am Fongehall am Respekt vun ihre Kanner sich trennen. Dat se realiseieren, dats den zweten älteren Deel nach immer am Liewe vum Kant ass an das noch do hingeheiert an der den ein Team ass ein Elternteam, da se kein Koppel méi mit as ein älteren Team an dat ass de Sinn vum Gesetz mit dat as awer na net an den Kap an dem ADN vun de Leiit, die sich getrennt hun kom. Et sinn da die dat total respektieren, die hat noch d Gesetz net gebraucht. An die Aner de mussssen nach iwwer d Gesetz und hier Limite gestoß gehen. Die Limite begegnen sie durch die Autorität parental zu den Momenten, wo man muss ein Formular zu zwei schreiben gehen. An, zu dem Moment, wo sie wollen an Vakanz fuhren, an sie merken, dass sie eine Autorisation parental brauchen. Wenn sie dann an Situationen sind, wo sie mit dem zweiten älteren Teil 10 Jahre nicht mehr geschwärzt haben, dann kommen sie natürlich bei der Richter so, ich hätte gerne Autorität parental exklusiv, weil das kann ja nicht sein, dass ich nicht kann an Vakanz fuhren, weil ich keine Autorisation parental kriege. Aber Richter sind da am Anfang ziemlich streng. Ich meine, den Esprit vom Gesetz ist zu zwei, an den Intérêt vom Kant ist zu zwei. Nicht immer, nicht an allen Fall, nicht géint an durch alles, aber am Prinzip ass den Intérêt vum Kant net, dat ke Kontakt mam zweeten älteren Deel geschieht. Op dem Niveau si immer vier kom. An der Filiation, wie Madame Hilger sot, da se bësse gebastelt sinn e bëssen Ouvertüren durch Areien vun der Cour konstitutionell, me et ass net dichtech. Et ass net dichtech, weil et definitiv zu enger globaler Reform fehlt, die par rapport zu der heitescher Zeit, zu den heitesche Meiglichkeiten ging klar Regele setzen. Und dummer da introduzieren lo den nächsten Sujet, den Sujet wär von dem wir für rund 50 Jahre nicht gespart hätten, Gestation pour autrui, die durch die Medizin erlaubt gouf, an einem Kontext, wo man kein Gesetz für Bioethik haben, wo man Konzepte haben, die aus einer Zeit kommen, wo sich so etwas nicht vorgestellt hat, an die am Fongehall heit zu Lützeburg an einem kompletten No-Man's-Land sind, Situation als weder verboten, noch geregelt, nach irgendetwas. Et kann en davon ausgehen, dass halt zu Lützeburg keine Gestation pour autrui gemacht gin, obwohl er nicht sicher ist. Weil das ist nie sicher. Weil aber ganz, ganz sicher ist, dass Koppeln kann er aus dem Ausland holen, die am Ausland gedroht gehen, an die am Ausland auf die Welt kommen. Sieft dat bei Koppeln, die gleichgeschlechtlich sind, meistens zwei Männer, äh, weil Frauen, die kriegen nicht fertig, kann dann selber auf die Welt zu setzen. Sieft dat bei heterosexuelle Koppeln, die kein Kanner können kriegen, an die nicht weh, was Adoption wollen gehen. Und für ich darüber zu schwätzen, könnt Madame Zora Mechirgui, die selber Chercheuse also op der Uni an die Lächtvorrecht eine Konferenz über das Sujet gehalten hat, die also perfektement präpariert ist, für Eisdatei haut drüber zu schwätzen.
D'abord, je vous remercie pour cette occasion, une belle occasion en fait de participer au séminaire sur les droits de l'enfant. Euh, en fait, c'est un sujet, la gestation pour autrui à l'étranger et l'intérêt de l'enfant. Bien sûr, c'est un sujet qui a été débattu dans plusieurs États dans le monde parce que la gestation pour autrui, comme elle est, je ne sais pas si la présentation. Ah, autre sens? Ça prend beaucoup de temps pour ça. Ouais, mais ça prend du temps. Je préfère faire. Non, mais il faut s'arrêter sur la définition. Voilà. Bien, je reprends en fait, désolée pour l'interruption. En fait, comme je viens de le dire, la gestation pour autrui, c'est une institution qui a été en fait débattue par la doctrine et par plusieurs législations. Je commence par la définition d'abord de la gestation pour autrui. L'expression gestation pour autrui recouvre une pluralité de pratiques dont le point commun réside dans le fait pour une femme de porter un enfant pour le compte d'autrui. Ça peut être un couple, une personne célibataire ou des personnes de même sexe. Cette pratique, bien sûr, s'est développée notamment en France comme ailleurs, qu'on appelle la pratique des mères porteuses. Euh, bien sûr, il faut distinguer plusieurs situations concernant la mère porteuse. Certaines femmes mettent à disposition de la personne ou du couple qui commande l'enfant une partie de leur matériel génétique après insémination artificielle ou fécondation in vitro. Elles portent leur enfant pour le compte d'autrui et on parle ici de procréation pour autrui. D'autres femmes s'engagent à assurer seulement la gestation d'un enfant qui n'est pas biologiquement le leur, que cet enfant soit biologiquement celui du couple sponsor, en tout ou en partie, ou qu'il ait été procréé grâce aux gamètes de tiers. Et il s'agit ici vraiment de gestation pour autrui stricto sensu, en fait. Bien sûr, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais dans les deux cas, les questions qui se posent sont les mêmes. Une femme peut-elle mettre son corps au service d'autrui? Peut-elle s'engager à abandonner à la naissance l'enfant qu'elle a porté et parfois engendré? N'est-ce pas faire du corps de la femme une chose que l'on vend ou que l'on loue? N'est-ce pas faire entrer, et surtout ça vis-à-vis de notre séminaire, faire entrer l'enfant lui-même dans le commerce juridique, donc le traiter comme une chose, le chosifier? Euh, et bien sûr, la situation se complique encore lorsque le couple qui porte le projet parental est un couple homosexuel. Donc, à la lumière de ces dangers que présente la gestation pour autrui, on comprend les hésitations et plutôt les dissidences entre les législations dans le monde dans la réglementation de la gestation pour autrui. Euh, d'une façon générale, à travers mes lectures, j'ai constaté que la réglementation de cette institution témoigne ou cache
une politique juridique adoptée par l'État, c'est-à-dire que indépendamment des intérêts en cause, en fait, l'État va avoir un choix à faire et ce choix, en fait, aussi entre la protection de l'intérêt de l'enfant et entre en fait, le souci des parents qui ont des problèmes en fait à avoir un enfant ou pour les couples homosexuels qui ne peuvent pas en fait avoir cet enfant à avoir en fait. C'est comme s'il s'agissait pour ces législations qui ont opté pour la gestation pour autrui d'un droit à l'enfant. Un droit maintenant, est-ce que ce droit à l'enfant respecte la volonté de l'enfant ou pas? Ça, on va le voir tout au long de notre analyse des dispositions juridiques. Donc, mon sujet va se focaliser, bien sûr, au niveau des législations, comme je le montre dans ma présentation, euh, il y a en fait les États en fait ne sont pas d'accord sur le point de vue à adopter vis-à-vis de cette institution. Donc, comme vous le voyez dans le monde, il y a des pays qui prohibent purement et simplement la gestation pour autrui, comme la France, l'Espagne. Et il y a des pays qui encadrent la gestation pour autrui, comme la Grèce, je vais dire certains États des États-Unis, parce que pour les États-Unis, en fait, la tendance, c'est à ouvrir la voie à la gestation pour autrui, même pour la gestation pour autrui commerciale, parce que je cite par exemple Washington qui a légalisé en 2018 la gestation pour autrui, l'État de New York en 2020 et dernièrement le Michigan. Enfin, on a, hélas, je me situe dans le cas du Luxembourg parce que ça figure parmi les États qui sont sans encadrement légal de la gestation pour autrui. Et bien sûr, ça va poser des problèmes un peu différents, mais la solution adoptée par la jurisprudence luxembourgeoise, en fait, et par le projet de réforme de la filiation, permet en fait, de situer en fait, la législation ou plutôt le droit positif luxembourgeois vis-à-vis de cette institution. Comme je viens de le dire, le sujet, je vais le contempler d'un point de vue international. Donc, c'est-à-dire que, en fait, dans un contexte international, cette divergence qui caractérise les États dans la réglementation de la gestation pour autrui va poser un problème épineux du point de vue de l'enfant. Ce problème épineux, c'est le fait que il y a un développement à travers le monde de ce qu'on appelle le tourisme procréatif. Donc, qui dit tourisme procréatif, dit que tout simplement, les parents, ou plutôt les futurs parents, qui n'arrivent pas en fait à avoir un enfant ou qui veulent avoir un enfant, malgré l'interdiction, donc pour les États qui interdisent la gestation pour autrui, ou malgré le silence parce qu'ils ont besoin d'un titre pour leur enfant. Donc, ils vont faire le voyage dans ces États qui autorisent la gestation pour autrui pour se procurer l'enfant qu'ils veulent entre guillemets, et bien sûr pour, entre guillemets, pour ne pas, parce que ma position est toujours dans ma réflexion sur l'institution qui commande l'enfant. Donc, ils prennent bien sûr, et ça, il y a aussi un côté qui fait que la gestation pour autrui n'est pas une institution qui est offerte à tout le monde parce que il faut de l'argent d'abord pour se déplacer et surtout dans les États qui ont adopté la gestation pour autrui éthique. Et donc, il y a entre guillemets, une certaine prise en considération des raisons éthiques dans l'admission de la gestation pour autrui, dans les conditions de la gestation pour autrui, l'opération va être plus chère pour ce couple. Donc, celui qui a les moyens de frauder la loi, donc il va se déplacer, faire du forum shopping en droit international privé, donc se déplacer dans des États qui autorisent la gestation pour autrui et obtenir un titre
titre, entre guillemets, ça peut être dans la majorité des cas, mais c'est pas toujours le cas, un jugement de filiation reconnaissant la filiation ou attribuant plutôt la filiation à d'intention, on dit en droit, des parents d'intention, après avoir recouru à une convention de gestation pour autrui, telle que réglementée dans cet État, ou parfois, je prends l'exemple de la Belgique, où il n'y a pas de réglementation, mais l'opération, elle est faite, elle se fait en fait. Donc, le problème juridique auquel je vais m'intéresser, c'est en fait quelle place a été réservée à l'intérêt de l'enfant lorsque la question de la reconnaissance de sa filiation issue d'une gestation pour autrui est établie à l'étranger et invoquée devant les autorités nationales d'États qui interdisent cette institution ou qui gardent le silence sur cette institution. Vous le devinez, ces parents d'intention qui font le voyage aux États-Unis n'ont pas l'intention de rester aux États-Unis. Leur but, c'est d'avoir un enfant et de retourner chez eux et donc de s'installer là où ils résident avec l'enfant. Mais avec l'enfant, encore faut-il que cet enfant ait un statut clair, c'est-à-dire au niveau de sa filiation. Est-ce que, ou quel effet est-ce qu'on va vraiment reconnaître sa filiation dans l'État qui interdit cette institution ou et si on va reconnaître des effets, quels sont ces effets? La remarque, c'est-à-dire la- l'observation générale à travers la contemplation de deux exemples sur lesquels j'ai travaillé, le droit français et le droit luxembourgeois, mais puisqu'on est dans le cadre d'un séminaire consacré au droit de l'enfant, notamment au Luxembourg, je vais essayer de me focaliser sur la jurisprudence luxembourgeoise et sur en fait le projet de réforme du droit de la filiation. Euh, Ce que j'ai remarqué à travers cette analyse, c'est une libéralisation. Donc, la tendance est vers la libéralisation quant à la réception des filiations établies à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui. Donc, il y a un mouvement de libéralisation qui a commencé en France, malgré le fait il y a une interdiction et ensuite, on va voir aussi qu'il y a une libéralisation, même au Luxembourg, à travers cette fois la jurisprudence luxembourgeoise. D'abord, pour ce qui est en fait du droit français. Je sais pas si... Au niveau du droit français, il y a plusieurs, en fait, plusieurs étapes par lesquelles, donc je vais commencer par, en fait, dire que en droit français, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a une interdiction de la gestation pour autrui en droit interne. Donc, les articles 16, 7 et 16, 9 du Code civil interdisent en fait la gestation pour autrui qui est considérée en fait comme une institution contraire à l'ordre public français. Toute convention portant sur l'appropriation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Et l'article 16.9 du Code civil dispose que les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Le Code pénal, bien sûr, en fait, édicte des sanctions pénales. Euh, euh,
Sur le plan interne, bien sûr, la Cour de cassation, dans son assemblée plénière, a jugé que la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d'ordre public d'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. Donc, sur le plan maintenant de la reconnaissance, ça, l'arrêt que j'ai cité sur le plan interne, mais sur le plan international, lorsque en fait les autorités françaises ont été confrontées à cette question de reconnaissance, c'est-à-dire des filiations établies à l'étranger, l'évolution et comme vous la suivez, vous pouvez la suivre sur l'écran, elle a commencé donc la cour la cour de cassation a commencé et les juges de fond aussi ont commencé par un refus en fait de la transcription des actes de naissance étrangers. Bien sûr, ces actes de naissance ont été établis à l'issue d'une convention de gestation pour autrui sur les registres français. C'est en fait, bien sûr, disponibilité. Merci. Euh, le principe de l'indisponibilité du corps humain et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Donc, ce sont des principes essentiels en droit français, des principes d'ordre public, desquels la Cour a déduit une interdiction pure et simple. Bien sûr, cette interdiction pure et simple a suscité en fait la réaction des parents d'intention qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, on va voir que en fait, la France a été censurée pour avoir interdit purement et simplement, donc la Cour européenne des droits de l'homme a censuré en fait la position de la jurisprudence française. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a d'abord donné un fondement à la censure, mais surtout, elle a en quelque sorte encadré la gestation pour autrui. Comment elle a encadré? Tout simplement, elle a considéré que le principe de la protection de la vie privée de l'enfant, donc la Cour s'est basée sur la protection de la vie privée de l'enfant pour dire que l'enfant a le droit à connaître ses origines. Donc, la substance de la personne inclut sa filiation. Donc, pour la Cour européenne des droits de l'homme, l'enfant, même issu d'une gestation pour autrui, la protection de sa vie privée inclut la nécessité de permettre à cet enfant d'établir sa substance et sa substance ou en quelque sorte son origine inclut notamment le droit d'établir sa filiation. Donc, à partir de cette protection de la vie privée de l'enfant, la Cour a dit et a raisonné par rapport à l'arrêt Menesson de la Cour de cassation française pour dire que il faut que les États permettent la reconnaissance de la filiation vis-à-vis du père biologique. Donc, elle s'est arrêtée là au départ, la européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire elle a dit que du point de vue de la relation entre l'enfant issu d'une gestation pour autrui et le père biologique, il faut permettre, il faut que la législation nationale, même si elle interdit la gestation pour autrui, il faut qu'une fois cette gestation a été pratiquée à l'étranger, il faut qu'elle permette la reconnaissance de ce lien biologique avec son père biologique. Et donc, à la suite de cette censure de, à la suite de cette censure de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation française s'est mise en conformité et je dis bien e minima, c'est-à-dire qu'elle a reconnu la parenté biologique uniquement. Donc, dans un premier stade, la Cour de cassation française a rectifié le tir
au vu de ce que des recommandations, ou plutôt de la position de la Cour européenne des droits de l'homme, pour permettre par la suite il y ait une transcription partielle, c'est-à-dire que il y a une reconnaissance de la filiation vis-à-vis du père biologique de cet enfant issu d'une gestation pour autrui. Point d'interrogation, et la mère d'intention ou le parent d'intention qui n'a pas de lien biologique, quelle est la position de la Cour de cassation française. La Cour de cassation française est allée dans une évolution, une deuxième évolution, et cette fois, en 2017, la Cour de cassation française a dit que on peut reconnaître, en fait, c'est-à-dire a dit qu'il n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme de ne pas permettre la transcription totale de l'acte de naissance d'un enfant issu d'une gestation pour autrui, mais que l'adoption est une institution qui permet de reconnaître la filiation vis-à-vis du parent d'intention, c'est-à-dire de l'autre père ou de l'autre mère, s'il s'agit bien sûr, ça dépend, est-ce qu'il s'agit d'un couple homosexuel ou pas. Donc ici, de nouveau, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue pour cette fois ne pas pour s'allier à la Cour de cassation française dans sa position. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que vis-à-vis de la mère d'intention, il n'est pas, en fait, on ne peut pas reprocher aux États de ne pas permettre la transcription totale de l'acte de naissance, mais il faut il faut qu'il y ait reconnaissance non, les moyens, comment on va mettre l'évaluation vis-à-vis de la mère d'intention, les moyens à utiliser appartiennent au pouvoir d'appréciation de l'État. L'important, c'est que l'État où la gestation pour autrui et ou la filiation issue d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger, il faut qu'il y ait un moyen de reconnaître la filiation vis-à-vis de la mère d'intention. Et elle enchaîne pour dire que l'adoption est un moyen des garanties suffisantes et qui permet en fait d'établir la filiation vis-à-vis de la mère d'intention. Donc, vous voyez que la Cour européenne n'a pas vraiment pénalisé la France pour avoir opté au niveau de la mère d'intention à ce qu'il y ait reconstruction de la filiation. Donc, qu'est-ce que cela veut dire reconstruction? Donc, euh, l'État peut refuser la transcription totale de l'acte de naissance, mais étant donné que l'État va permettre, à travers l'institution de l'adoption, à la mère d'intention d'adopter cet enfant selon la procédure dont l'État en cause, donc l'adoption, tant que la procédure de l'adoption offre la célérité et en quelque sorte, elle ne laisse pas l'enfant dans l'incertitude pendant une période longue, cette solution est conforme à l'article de la Convention des droits de l'homme. Que vraiment la jurisprudence française est restée là. Je sais que, en fait, je suis en France là, mais c'est très c'est fait en France. C'est pourquoi je veux que vous compreniez la logique du juge français, parce que la logique du juge luxembourgeois ne va pas vraiment dévier beaucoup. Euh, Donc, en fait, la Cour de cassation française n'est pas restée à ce stade parce que, à la suite, donc en 2019, la Cour de cassation française a ordonné la transcription, ou plutôt a admis la transcription complète de l'acte de naissance d'enfants issus d'une gestation pour autrui.
quel est l'argument de la Cour de cassation française face à cette évolution? Donc, qu'il s'agisse du père biologique ou de la mère d'intention, et quand je parle de mère d'intention, ça peut être la mère qui a accouché, mais surtout, dans l'acte de naissance d'une façon générale, il est un acte étranger issu d'une gestation pour autrui, on trouve toujours le parent légal, l'autre parent, donc on parle de parents, on parle de mère d'intention ou de père d'intention. Et donc la Cour de cassation française a validé la transcription de l'acte de naissance issu d'une gestation pour autrui sur les registres d'état civil français. Comment elle a justifié cette position? Tout simplement, elle dit que c'est pour faire évoluer le droit. Donc, c'est un but d'évolution du droit. Et là, un point d'interrogation parce que cette évolution du droit est contraire à la loi. Tout simplement parce que le législateur français interdit la gestation pour autrui et surtout, après cette jurisprudence, cette résistance de la part de la Cour de cassation face à la politique juridique de l'État français, la- 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 le législateur français est intervenu de nouveau à l'occasion des lois de bioéthique, donc après la décision de la Cour de cassation, les lois de bioéthique qui ont été réformées en août 2021, euh, euh, le législateur français a modifié l'article 47 du Code civil qui concerne en fait les énonciations qui figurent dans l'acte de naissance étranger, puisque cet article dispose que en fait je vous lis cet article tel qu'il a été amendé. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays, dans forme usitée dans ce pays, fait d'autres actes ou pièces détenues et données ou des euh, après toutes les vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont ne correspondent pas à la réalité telle que après la loi française. Donc, pour la réforme des lois de bioéthique a été telle que appréhendée par la loi française. Et on a eu l'occasion, avant de dire de l'article 47, c'est au niveau pour la mère, c'est la réalité de l'accouchement. Donc, c'est qui la mère au point de vue de la mère, c'est celle qui accouche de l'enfant. Donc, ce rappel du législateur français à l'occasion des lois sur la bioéthique, c'est un rappel pour dire à la Française, stop, c'est-à-dire que on ne peut pas vraiment permettre la transcription d'un acte d'état civil qui cite, je répète parfois, comme mère un homme. Donc, euh, devant. En fait, étant donné ce mouvement au niveau de la jurisprudence, ce qui s'est passé, euh, sentant que vraiment la situation n'est pas claire au niveau de la transcription de l'acte de naissance, ils se sentent dirigés vers un autre moyen, une autre voie pour eux. C'est de donc il y a une deuxième voie qui est usitée par les parents d'intention pour essayer de ne pas transcrire l'acte de naissance, mais plutôt de transcrire français. Donc, euh, il y a eu une procédure. C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas le DIP? C'est une instance qui permet de donner force exécutoire à un jugement étranger. Et, au droit luxembourgeois, parce qu'il y a une différence. En France, normalement, les jugements d'état des personnes sont reconnus de plein
l'exéquature. Cependant, d'une façon générale, le ministère public, donc l'État civil, ne peut pas transcrire directement les jugements étrangers sur les registres de l'État civil. Il doit contrôler la régularité, trois conditions de régularité du jugement, qui sont la compétence indirecte du juge étranger, c'est-à-dire qu'il faut que le litige euh, euh, à propos duquel le juge étranger s'est prononcé a un lien étroit avec le rapport juridique, avec le litige. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de contrariété à l'ordre public international du juge. Oui. En fait, euh, les parents d'intention ne veulent pas risquer ça. Bon, ils ont besoin d'un titre. Donc, d'une façon générale, on a aussi ce qu'on appelle l'exéquature à tout fin utile. C'est-à-dire, en fait, l'exéquature à toute fin utile. C'est-à-dire, les parents d'intention, pour avoir un titre, un jugement de filiation qui a une force exécutoire, ils vont plutôt agir en exéquature à toute fin utile, c'est-à-dire pour avoir un titre qui dit que leur situation est régulière. Donc, en quelque sorte, c'est un jugement de reconnaissance de la situation issue du jugement étranger. Donc, on a les parents d'intention en exéquature, ou plutôt en reconnaissance du jugement étranger, afin que la situation qu'il constate dispose d'une autorité définitive de la chose jugée en France. Le juge français était confronté à ces jugements de filiation étrangère qui établissent la filiation à l'issue de la filiation pour autrui. Et donc, le juge français a été amené à examiner les trois conditions de l'exéquature qui sont, comme je le viens de le dire, la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi. Et sans vraiment être étonné, la cour, les tribunaux français ont témoigné un accueil des jugements étrangers établissant la filiation d'enfants issus de gestation pour autrui. Surtout, les tribunaux français se sont basés sur, d'abord, la compétence indirecte était vérifiée, c'est-à-dire que, d'une façon générale, la gestation pour autrui comme convention, elle est conclue en France, pardon, elle est conclue dans l'État où la gestation a été pratiquée. La mère porteuse, elle réside dans l'État du juge saisi là-bas, et donc le lien avec la juridiction étrangère était établi. La deuxième condition et la troisième condition, ce sont les deux conditions sur lesquelles les tribunaux français se sont arrêtés, mais de manière qui n'est pas surprenante, l'ordre public international de fond n'a pas été c'est-à-dire les principes essentiels issus du droit français n'ont pas été un obstacle à la reconnaissance du jugement de filiation, et donc il y a eu transcription de ces jugements. La seule condition qui a suscité dans certains arrêts la réticence des juges français à l'exéquature, c'est l'ordre public procédural. L'ordre public procédural, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut le contrôle de la protection des droits de la défense lors du jugement, du prononcé du jugement étranger, et surtout la motivation de la décision étrangère. C'est-à-dire, le juge de l'exéquature en France s'est arrêté à la question est-ce que le jugement étranger qui a établi la filiation issue d'une gestation pour autrui était motivé? Donc, la motivation, ça fait partie de l'ordre public procédural, et les tribunaux français ont parfois refusé l'exéquature tout simplement parce que le jugement étranger n'indiquait pas qu'il y a eu consentement de la part de la mère porteuse. L'absence de consentement indiqué dans le jugement rendait le jugement non motivé et
non exéquaturé. Donc la Cour refuse l'exéquature de ce jugement. L'absence de fraude à la loi, malheureusement, les tribunaux français n'ont pas adopté la fraude, n'ont pas trouvé qu'il y a une fraude à la loi à ce qu'un couple se déplace à l'étranger pour frauder, entre guillemets, la loi française qui interdit la gestation pour autrui. Je passe rapidement à l'état du droit luxembourgeois. En droit luxembourgeois, il faut d'abord commencer par deux éléments importants. Le premier élément, comme vous le voyez, c'est que la gestation pour autrui n'est actuellement pas réglementée par la loi. Elle n'est ni explicitement prohibée, ni explicitement permise. Certaines décisions des juges de fond admettent que les conventions de gestation pour autrui sont a priori nulles et sans effet, et ceci en vertu du principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. D'autres décisions que j'ai trouvées se contentent de type de nullité, mais il y a un vide juridique. Donc, ni interdite, ni autorisée, donc c'est le silence. Donc, ils ne disent pas vraiment, comme d'autres juges, qu'il y ait une nullité de la convention de gestation pour autrui. Euh, En fait, s'agissant de la gestation de la reconnaissance, maintenant, un autre sujet, de la reconnaissance des effets d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, les tribunaux luxembourgeois ont eu l'occasion de se prononcer sur la question. D'abord, d'une part, à l'occasion de demandes d'octroi de la nationalité luxembourgeoise à un enfant issu d'une gestation pour autrui appliquée à l'étranger. Et la deuxième occasion, c'est à l'occasion de demandes d'exéquature, de jugement de filiation établis à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui. La première affaire, je résume rapidement, elle a trait à un couple d'hommes dont l'un est de nationalité luxembourgeoise et française et l'autre est de nationalité française qui se sont mariés à l'ambassade de France à Berlin. Ce couple a conclu une convention de gestation pour autrui dans la province d'Alberta au Canada, où un enfant est né à l'issue de cette gestation. Par la suite, bien sûr, il y a eu enregistrement de cette naissance, il y a eu un acte de naissance de cet enfant, et avec la précision que l'acte de naissance précisait que le père est A, la mère est B. Et plus que ça, l'acte de naissance disait que, en fait, la mère qui a accouché, parce qu'il y a une rubrique mère qui a accouché, euh, B, qui a son domicile, il est domicilié en France, c'est l'indication de l'acte de naissance. Donc, après avoir eu cet acte de naissance, les parents d'intention sont revenus au Luxembourg et en fait, ils se sont adressés au ministère de la Justice luxembourgeois pour demander la délivrance d'un certificat de nationalité au nom de C. Le ministère de la Justice a informé A que l'acte de naissance canadien renseignait sur la date et le lieu de naissance, mais il n'établit pas la filiation. Donc, c'est ça, le ministère de la Justice a considéré qu'il n'y a aucun élément dans l'acte de naissance qui permet d'établir la filiation à l'égard de cet enfant en droit luxembourgeois. Donc, il a demandé à ce parent, à ses parents, le parent A, puisque c'est lui, parce que c'est lui qui a un seul parent qui a la nationalité luxembourgeoise. Donc, il lui a dit d'établir un acte de reconnaissance. Donc, acte de reconnaissance, selon la législation de reconnaissance de paternité, selon à l'égard de C. Donc, il a établi cet acte de reconnaissance paternelle. Il a déclaré reconnaître l'enfant C, né à Grande Prairie, en Alberta, au Canada. Et l'acte de reconnaissance indique que la B est la mère de l'enfant. Je répète, donc dans l'acte de reconnaissance, il indique que B est la mère de l'enfant. Le procureur d'État près du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a fait donner assignation à ce couple pour voir annuler l'acte de reconnaissance. Donc, il y a une contestation de l'acte de reconnaissance de la part du ministère public devant les tribunaux luxembourgeois.
Ici, l'attitude des tribunaux a diverger un peu. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup à ça parce que d'abord, le tribunal d'arrondissement du Luxembourg a, en fait, il est pas, il a commencé par essayer de qualifier la filiation. Est-ce que c'est une filiation naturelle ou une filiation légitime? Et là, c'est ce qui est surprenant, c'est que en fait, le juge luxembourgeois a considéré que le jugement de filiation établi au Canada établit la filiation légitime. Donc, il a déduit la filiation légitime à partir du jugement étranger, sans vraiment qu'il y ait en fait passage par le passage obligatoire qui est l'exéquature. Parce que, je répète, pour le droit luxembourgeois, l'exéquature a un sens, plutôt a un domaine plus large. En droit luxembourgeois, l'exéquature, elle est exigée pour tout acte étranger et donc c'est pas nécessairement pour avoir une force exécutoire sur les biens ou sur les personnes. Donc, un acte donc, l'obtention donc de la nationalité, donc sur la base d'un acte de reconnaissance, il faut qu'il y ait d'abord un jugement, il faut que les jugements étrangers sur la base duquel la filiation a été établie, il faut qu'ils soient exéquaturés. Donc ici, le tribunal d'arrondissement du Luxembourg a conclu d'abord que la filiation était une filiation légitime du jugement étranger et il a en fait reconnu, en fait, il a dit que pour l'acte de reconnaissance, son jugement a été de rectifier l'acte de reconnaissance en barrant mère et en la remplaçant par parent légal. La, oui. Donc ici, la cour d'appel la cour d'appel de Luxembourg, elle a en fait, elle n'a pas dévié beaucoup, mais elle a considéré que si la filiation, ici, elle a considéré que la filiation est naturelle à partir de l'acte de reconnaissance qui a été établi au Luxembourg, et elle a considéré pour la mère d'intention, qui est ici l'homme, le deuxième homme, il faut qu'il y ait, il faut qu'il recourt à un moyen pour établir la filiation selon le droit luxembourgeois, c'est-à-dire qu'il recourt à l'adoption. Donc, vous voyez, la Cour d'appel a suivi la position de la Cour européenne des droits de l'homme en disant que si l'acte de reconnaissance tel que rectifié et qui, en droit luxembourgeois, bien sûr, permet l'établissement de la filiation d'un enfant naturel, la mère d'intention ne peut pas figurer, d'abord parce que l'acte de reconnaissance, il est personnel. On ne peut pas reconnaître l'enfant, reconnaître à une tierce personne sa filiation à l'égard de cet enfant. Et d'autre part, parce que, en fait, les autorités nationales luxembourgeoises ne sont pas obligées de transcrire l'acte de naissance dans sa totalité tant qu'il y a un autre moyen de reconnaître la filiation de la mère d'intention qui est l'adoption. Donc, l'adoption peut être une voie pour cette mère d'intention ou ce père, en fait, d'intention. Et donc, on peut recourir à la filiation à l'adoption. Je termine avec juste deux observations. D'abord, la Cour d'appel au Luxembourg, elle a admis dans une autre affaire l'exéquature d'une décision qui a établi la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui. La réforme du Code civil luxembourgeois, la réforme de la filiation en droit luxembourgeois permet d'aller plus loin parce qu'elle envisage l'instauration d'un acte de parentalité. Donc, il y a une avancée par rapport à la France parce que dorénavant, si la réforme sera, si le projet sera adopté, on aura des actes de parentalité pour les parents d'intention qui vont ailleurs, je répète, parce que l'acte de gestation pour autrui en tant qu'acte médical est interdit selon le projet de réforme, mais pour les parents qui voyagent et reviennent avec un enfant issu d'une gestation pour autrui, il y aura la possibilité d'établir un acte de parentalité dans le registre d'état civil luxembourgeois. Je termine ou je conclus avec
mon impression. D'abord, en fait, mon impression, c'est que, en fait, indépendamment d'abord, je répète que l'enfant ici doit être au centre de cette institution. Or, envisager au centre de cette institution, l'enfant ne peut être traité comme une chose. Parce que, je répète, dans tous les cas, ici, comme vous le voyez, ce que les tribunaux et ce que, en fait, la loi cherche, c'est plutôt le droit à un enfant. C'est pas le droit pour l'enfant d'avoir, en fait, parce que l'enfant, c'est pas seulement avoir un père et une mère. L'enfant, c'est un tout. Il a un côté psychique, il a des sentiments. Et donc, est-ce que vraiment le couper de la mère qui l'a mis au monde, est-ce que vraiment c'est la bonne décision? J'aurais aimé vous montrer juste 2 minutes à un témoignage, juste les 2 minutes de ce témoignage pour vous dire que... So first of all, I'd like to thank everyone here that invited me to tell my side of the story. As a child born from surrogacy and now fighting against surrogacy. I'm grateful and extremely honored to be in such a place. This is more than I expected, and I am very emotional, I have to say. My entire story I will share with you with a lot of sincerity, a lot of humility. It's the first time I'm speaking in front of such a big group of people that are so bright, so I'm a little nervous, I have to say. But I do think that my words today are important because all too often, unfortunately, we forget the people that are the most affected by surrogacy. But these people, they never give their consent, they never have their word, and those are the children that are born from surrogacy. These children that are ripped from their mothers at birth to be sold to strangers. Kind of like cars that you order from factories that you, pick options that you may or may not like. And these children are considered just like vulgar objects and products. I am today a product of surrogacy, created, sold, bought, and I'd like to tell you my side of the story so you can understand how it affected me and why today we can't just simply regulate surrogacy. We have to abolish it purely and simply for the good of the child and of course for the rights of children. A child should never be the subject of such a contract, and above all should never ever be the subject of a transaction. So as I said, we're now going to travel back 40 years. That's when my story all started, even before my own birth. My intended parents met. My intended mother already had a son with another man. My parents had a very successful business, very, very smart people. I have to give them that. My mother was 11 years older than my father. The money was flowing. They were at the peak of their careers. And I do believe that at some point my mother kind of forgot her biological clock. And so at one point they decided to start a family, but it was a little too late. At this stage, my father was 48. My father, was 37 and my mother was 48. And my mother already had problems with infertility. According to my father, with whom I had a recent discussion, he wanted a child from his own genes. So adoption was completely out of the picture, and surrogacy to them was the only option rather than giving up on having a child. Selfish decision, I believe, but it's their story. So they looked up the United States, and more specifically Louisville, Kentucky, to find an agency that could help them find a surrogate mother. My parents first gave the agency, of course, a list of criteria concerning the woman that what she should look like. I personally was born through traditional surrogacy, not gestational surrogacy, so my surrogate mother is biologically related to me. Even though, to my opinion, it makes absolutely no difference if the mother is biologically linked to the child or not, because to me,
The mother is the one who has the child inside her womb for 9 months and, of course, gives birth to the child. About a year goes by, we're in 1991. My parents had a surrogate mother, but she wasn't holding the embryos. And so they had to be rematched with what would be my biological mother. And thankfully, she got pregnant only 2 months after signing the contract. It's often said that the agencies look at women's psychology through very thorough tests, that they make sure they don't have any debt to pay, but we know that that's not true. $14 billion was the surrogacy market in 2022. And do you honestly think that we're going to look too closely at women who might even lie during their interviews? I don't think so. My case is a perfect example. My biological mother, and she wasn't mentally stable. She had a huge history with depression. But on top of that, just before I was born, she had lost a son, age of 2.5 years old, in an absolute tragic domestic accident. So I think you can put yourself in her place. Mentally, she wasn't there at all. She was completely devastated after that. She was in debt, and she had to put on a brave face for her family, her children, and her husband. This agency that only saw what it wanted to see when it hired her, and that's the money that she could generate. They abused of the situation of a woman that needed money to feed her children and pay her bills. So I was born on December 10th, 1991, a date that was chosen actually by my intended parents because, funny enough, it fell between my intended mother's birthday, who was born on December 5th, and my biological mother, who was born on December 15th. I had to be a Christmas baby, actually. But even that was decided for me. Can you imagine? In surrogacy, births can even be planned out and decided, and I'm not quite sure how that is in the best interest of the child. And that's where it gets a bit emotional for me. As soon as I was born, I wasn't placed in the arms of my biological mother. The mother who had carried me for 9 months, the one who fed me, the one who spoke to me, the one who I felt every emotion invade her when she was pregnant, the one who in the end was the only person I knew. No, I had to take the great leap of the infant out of my mother's womb into the cold, austere world, the hospital lights, and I had to be sold and finalize the transaction into the arms of my adoptive parents, whom I didn't know. And that, unfortunately, was the first trauma that would write the rest of my life, the trauma of abandonment. So as a child, I was already showing signs of the trauma of abandonment. My parents couldn't leave me. I would be hysterical. I was a very complicated child. I was always afraid of rejection. I had trouble making friends. My parents couldn't leave me anywhere, sleepovers, parties. I would go in this hysterical crisis, and so they couldn't leave me. I was just afraid, unfortunately, that I would suffer a second abandonment every time they left me. But at that point in time, I was already going through an inner battle. How could I build myself without knowing where I came from? During my adult life, things got worse. I sank into alcohol, addictions. I even was raped because I was constantly putting myself on edge. I made several suicide attempts. My life wasn't the best. I had a hard time having normal friendships. I would suffocate people because I was afraid that they would leave me. I was alone. I was very, very lonely. I sank into a lot of depressions. I'm sorry.
I was also never able to find a good job. I wasn't stable. And I had a hard time finishing my studies. Then, thank God, I met my husband, who gradually helped me rebuild my life as it is today, with a lot of patience, a lot of love. He let me lash out all my emotions and understood exactly why I reacted the way I would. Today, I have 3 beautiful children, but unfortunately, they in turn suffer from my traumas. My daughter, my oldest, Eleanor, suffers from the trauma of abandonment, and my son, Theodore, my second, suffers from the trauma of rejection. Unfortunately, they suffer in turn from my traumas because I do thoroughly believe that all of these are transgenerational. So surrogacy didn't just affect me. Thank you. Thank you. Surrogacy didn't just affect me, unfortunately. It affects my own children today. They, of course, have help. I had proof of the fact that I was born from surrogacy through a DNA test when I turned 30. I'm 31 today. But that was the physical proof, because I always knew inside of me, that I didn't fit in. I had problems with my mother. I saw that I didn't connect with her. I connected with my dad a little bit more because he was biologically linked to me. But things didn't seem right. And I knew inside me something was wrong. We children, we're not stupid, you know. We're very, very smart people. And not so long ago, I was diagnosed with bipolar disease. Shouldn't shock any of you after everything I just told you. My biological mother, so my surrogate mother, she herself battles with mental issues. And I do believe I inherited that from her. But how could I know? I never had access to my medical records on her side, and everything was hidden from me. And she could have lied during the process, eventually. In fact, when I got pregnant from my first child, Eleanor, I was scared to death. I was scared to death because I didn't know what I would be passing on to my baby. Cancer, a genetic disease, mental health issues. It's mind-boggling to me to find that it's in the best interest of the child to hide all of this information from them all of their lives. Sorry. And that is a brief summary of my life. Very, very brief. I could speak for hours on my life and all the problems that surrogacy has caused me. There are always consequences. Look at me. 2 people, my intended parents, 31 years ago, they made a small decision, then a bigger one, and then a more trivial one. And one decision after another, I came to the world. And on that day, I was the consequence of a small choice made by 2 people at a time when I didn't even exist. And this choice, it defined my entire existence. I'm a consequence, and I hope that soon it will be me who will bring about consequences to abolish the atrocity of surrogacy. But be careful, in my words, you'll never see me blaming my parents. They used a process that was just an option offered to them on a silver platter, and they didn't have the strength to resist it. Today, I don't feel any hatred for them. I don't blame them. I love them. But however, I do blame the system that is slowly but surely allowing surrogacy to be legalized. First, we approve the use of surrogacy for medical reasons, such as infertility. After, we accept it for social reasons. And then we accept it for anything and everything. And for reasons of human trafficking, the sale of children, the unavailability of the human body, for ethical, bioethical reasons, surrogacy has to be abolished. But in my humble opinion, and I'm not a doctor or I'm just a child, the greatest reason to abolish this monstrosity is for the sake of the child, for his or her rights,
for a psychic balance that he or she, like me, may never ever regain. And I'm just going to finish with this. And this is to all of you that may think that this is normal, surrogacy is normal and we should maybe regulate it. If just one child like me has encountered so many problems in his or her life as a result of surrogacy, that should be enough to convince all of you that there's nothing good about this process and that nothing can make it ethical, despite all of your attempts to persuade yourself otherwise. Thank you for your time. Voilà, c'est celui-là. Je me présente, mon nom c'est Suzette Nice et je travaille au ministère de l'Éducation nationale. Je suis responsable du service adoption, donc on encadre toutes les adoptions internationales qui sont réalisées avec des pays conventions de la Haye sur l'adoption internationale. Et ce sujet de la GPA m'a beaucoup intéressée parce que nous, on a de moins en moins de candidats pour l'adoption et j'ai vraiment l'impression que la GPA commence à devenir aussi au Luxembourg l'alternative parfaite entre guillemets, pour devenir parent. Et bon, vous avez beaucoup parlé du volet juridique, mais ce qui me passe aussi en tête, c'est la préparation des parents. J'ai un peu l'impression que les parents qui vont faire leur GPA à l'étranger, la seule chose qui est regardée, c'est leur compte bancaire. Est-ce qu'ils ont assez d'argent pour payer cette GPA? Vous avez parlé de l'enfant euh, voilà, qui fait partie d'un marché, en fait. Oui. Et nous, dans l'adoption, on fait énormément d'efforts, on pose énormément d'efforts sur la préparation des parents. Et j'enchaîne alors sur le prochain thème, l'accès aux origines. Ça, c'est quelque chose qui est très longtemps abordé avec les candidats adoptants, l'importance des enfants d'avoir accès à leurs origines. Et je pense que pour la GPA, il y a moins de préparation des parents. Pour eux, c'est un moyen pour avoir un enfant. Il y en a beaucoup qui ne se posent pas de questions sur la place de l'enfant et la situation de l'enfant. Qu'est-ce que lui en pense après s'il saura qu'il est enfant issu d'une gestation pour autrui? J'ai parlé avec beaucoup de parents d'intention qui m'ont dit, bah, on lui dira pas. C'est simple, il ne se posera pas de questions. Nous, on est les parents biologiques parce que souvent, c'est vraiment le parent, les deux parents d'intention qui sont aussi les parents biologiques. Et ces parents ne sont pas du tout conscients de l'effet que ça peut avoir pour l'enfant. Et ça, bon, je suis juriste à la base, mais j'ai lu beaucoup de reportages psychologiques, je parle beaucoup avec mes psychologues et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, vraiment l'intérêt de l'enfant et l'approche des parents pour expliquer à l'enfant comment il est issu. C'est très important. Et je pense que c'est pas assez préparé, hein. Effectivement, si je fais la comparaison, vous venez de dire qu'au cours de la procédure d'adoption, il y a tout un contrôle, en fait, parce que la procédure, c'est aussi contrôler l'aptitude des parents à adopter. Et Madame Françoise Hilger a parlé du consentement de l'enfant. Donc, il y a un contrôle qui est en quelque sorte qui protège en fait l'enfant. Alors que pour la gestation pour autrui, ça peut dévier vers tout un commerce de l'enfant. En fait. Mais nous, on fait une information. Les candidats passent par des séances d'information. Ensuite, on a des séances de sensibilisation. On a une préparation à l'accueil. Donc, il y a vraiment et après, évidemment, il y a aussi l'évaluation. Donc, c'est vraiment les candidats qui passent par une procédure d'adoption. Ils savent à quoi s'attendre. Ils sont informés comment aborder la question avec l'enfant. Ils connaissent les intervenants qui sont là par après pour les aider s'il y a des questions psychologiques à clarifier avec l'enfant, comment aborder son histoire. Donc, nos candidats, ils sont préparés, sensibilisés et évalués, évidemment. Et ça, à mon avis, dans la GPA, tant qu'elle n'est pas réglementée, tout ça,
c'est plus flou, hein. Comme j'ai dit, c'est... Surtout, en fait, surtout, si on cherche à encadrer la gestation pour autrui, il faut qu'il y ait en fait un contrôle au cas par cas. C'est pourquoi en fait moi je pense que passer par le juge pour qu'il y ait en fait euh, euh, un examen de chaque cas Mm. à part permet de sauvegarder les intérêts de l'enfant. Parce que parler maintenant légaliser la gestation pour autrui l'absolu ou en fait euh, reconnaître dans l'absolu les effets d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger, ça, c'est grave au niveau des droits de l'enfant, parce que l'enfant n'est pas protégé, en fait, en adoptant cette manière de voir. Oui, moi, mon rêve, ce serait une convention de la Haye, comme celle, oui, comme convention de la Haye, les adoptions, où vraiment on réglemente. Il y a le pays d'origine, il y a le pays où Bon, l'enfant, la vie je vais vous interrompre parce qu'il y avait encore d'autres Ah, questions. En pardon, fait, on excusez. est depuis 5 minutes dans la pause. Madame. Oui, je ne peux que dire que je suis scandalisée par tout ce qu'on vient de dire, parce que, comme je ne sais pas, c'est vous, l'autre oratrice qui a dit, par la nature, l'enfant a deux parents, et c'est bien ça. Et même la PMA, elle est avec tiers d'honneur, elle n'est pas réglée, et c'est tout à fait contraire à l'intérêt de l'enfant. Et la GPA, c'est affreux. C'est vraiment, comme vous avez bien dit, le commerce pur. Et la femme, c'est contre la dignité de la femme. Absolument. C'est inouï qu'il y ait ça dans le programme de la coalition ici au Luxembourg. Et il faut, comme Jacques Tester, un des pionniers de la PMA, a dit, c'est seulement pour les couples hétérosexuels qui n'ont pas, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et la GPA, elle doit être défendue mondialement. C'est la seule solution. Merci. Euh, Moi, je suis avec vous de toute façon au niveau de la prohibition, en fait. Maître Dubois. Oui, je ne vais pas réagir à l'exposé qu'on vient d'avoir, alors que je ne suis pas du tout d'accord avec la présentation qui est faite. J'accompagne pas mal de couples qui font des GPA, qui font aussi des PMA. Ce sont des couples qui traversent un long chemin de croix. Une GPA en moyenne dure à peu près 2 ans avant d'aboutir à quoi que ce soit. Donc, c'est des gens, et j'ai rencontré pas mal de couples, c'est des gens qui réfléchissent énormément avant d'engager ce processus et se posent énormément de questions tant sur leur filiation que sur l'enfant et que ils ne vont pas simplement acheter un enfant quelque part. Mais sans vouloir rentrer dans ce débat, parce que je crois que c'est un débat qui actuellement est mené beaucoup plus d'une façon moralisatrice, et ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais nous sommes ici invités par l'Ocajou, et je pense qu'il faudra effectivement se concentrer sur l'intérêt des enfants. Les enfants n'ont pas demandé comment ils sont nés, ils ne le demandent pas dans un couple hétérosexuel, ils ne le demandent pas dans un couple homosexuel, ils ne le demandent pas s'ils sont faits en dehors des relations conjugales. Ils sont là et il faut se poser cette question, quel est leur intérêt? Parce qu'on ne va pas les renvoyer à la case départ. Ils seront là, donc il faut leur donner une existence légale. C'est absolument crucial. Et nous avons, et là je me permettrai de faire le rapport avec ce que Madame Hilja a dit tout à l'heure, il ne faut pas punir l'enfant en fonction de ses origines. Ça, c'est une chose qui est absolument certaine. Nous nous sommes battus longtemps en tant que juristes contre les distinctions qui sont faites au niveau de la filiation légitime, qui étaient faites au niveau de la filiation légitime naturelle hors mariage et adultère, puisque nous parlions encore de la filiation adultère il n'y a pas si longtemps que ça. Nous nous sommes vraiment battus pour mettre tous les enfants sur un même pied d'égalité. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, on veut distinguer les enfants en fonction de de leur filiation biologique. Est-ce qu'une filiation purement biologique est meilleure qu'une autre? Moi, j'en doute très fortement. On va en arrêter là
parce que, premièrement, on a droit à la pause. Deuxièmement, le sujet est complexe. J'aimerais bien partager avec vous un moment de réflexion que j'ai eu pendant que j'écoutais l'exposé de Madame. Il y a bien sûr dans la GPA un élément qui, en tant que femme, peut être considéré comme choquant, le fait qu'on met son corps à la disposition de d'une famille qui veut avoir un enfant. Et on a un peu du mal, je parle de moi-même maintenant, de concevoir tout cela. Par contre, depuis des millénaires, des hommes se sont déclarés pères d'enfants. Et si je dis depuis des millénaires, on n'a qu'à penser à l'histoire de Jésus. Les hommes se sont déclarés pères de l'enfant alors qu'ils savaient manifestement qu'ils ne l'étaient pas. Depuis des millénaires, des hommes sont allés à la commune où il fallait aller, déclarer un enfant comme le leur, alors qu'ils savaient pertinemment qu'il ne l'était pas. Ça n'a jamais choqué la civilisation, ça n'a jamais choqué parce que euh, c'était pas aussi visuel que quand c'est une femme qui porte un enfant et qu'une autre va déclarer que c'est le sien. En fait, ça pouvait se faire de manière cachée. Moi, personnellement, je ne suis ni pour ni contre. Par contre, je suis pour qu'on ait un encadrement des situations. Je suis pour que si gestation pour autrui il y ait un accompagnement, il y ait tout ce que vous voulez, mais ce qui me dérange, c'est qu'actuellement, on se trouve dans un no man's land où, en fait, ça permet tous les abus. C'est... Mais pour le principe, je veux dire, du moment que c'est possible, il faut le légiférer. Faut... Voilà, je laisse le dernier mot à Monsieur Schmitt. L'avant-dernier mot, peut-être, si donc la conférencière veut aussi ajouter encore quelque chose, respective, euh, autre. Donc, d'abord, j'aimerais encore euh, dire, saluer et dire la bienvenue à la députée, Madame Paulette Lénat. Nous sommes très honorés de votre présence et participation. Justement, donc, en ce qui concerne la discussion des GPA, oui, je crois qu'il faut distinguer deux débats. L'un, c'est un débat voilà, politique, de négociation politique d'évolution évolution des mœurs, évolution des sociétés, évolution comment justement les sociétés tranchent ces questions qui ont certainement des dimensions éthiques. L'autre débat, c'est la question sur base des droits de l'enfant, de la Convention des droits de l'enfant, du traitement égal, non discriminatoire justement de tous les enfants, de jouir de tous les droits protectionnels, provisionnels et de participation dans toutes les procédures et dans toutes les situations. Et donc là, l'accès aux origines, et je reviens sur ce que Madame Hilja avait dit, justement, qui était important justement d'arriver, de tenir compte d'arriver, d'accéder à la vérité biologique. Pour ça, c'est un droit protectionnel et Madame Nice l'a rappelé, c'est vraiment très, très important que l'État est le garant justement de ce droit à la protection que les enfants vraiment aient accès à toute la vérité biologique, mais aussi de parvenir à la réalité avec les textes, avec les procédures et et de, de tenir compte justement de la réalité sociale euh, et, euh, et de reconnaître dans le cadre du droit de filiation justement des réalités qui existent, qui façonnent et qui conditionnent et qui donnent aussi donc le cadre approprié pour l'éducation et l'épanouissement des enfants de manière égale et non discriminatoire. Voilà, also 15 Minuten Pause.